Bonjour. Il était une fois une vieille femme qui se sentait de plus en plus jeune à mesure qu'elle prenait de l'âge. La jeunesse n'a rien à voir avec le temps, c'est une attitude. Le vieillard riche, riche de vie, peut vraiment être plus jeune que l'adolescent. Cette vieille femme était tellement enjouée qu'elle suscitait l'admiration de tous. Pourtant, lui dit un visiteur, il doit bien y avoir des nuages dans ta vie. Des nuages? Mais bien sûr, sinon, d'où viendrait la pluie bienfaisante? Eh bien, sur cette jolie parole, je me présente. Je m'appelle Patrice Delabrosse. Je suis un lecteur occasionnel pour Lire à tout âge dans une résidence de Saint-Antoine-de-Tilly, là où j'habite, dans le comté de Lotbinière, près du Saint-Laurent, non loin de Lévis. Aujourd'hui, les textes que j'ai choisis pour vos oreilles vous feront faire un petit voyage vers certains souvenirs, vers certaines émotions, avec parfois de la fantaisie et des surprises. Alors, bon voyage avec moi. Je commence ce voyage avec vous en compagnie de Félix Leclerc, le grand Félix, qui nous dit comment vieillir en beauté et en sagesse. Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes, disait notre ami Félix. Et il continuait: vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement, ne pas pleurer les souvenirs d'antan, être fier d'avoir des cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-retour, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Ne regrette pas de vieillir. C'est un privilège refusé à plusieurs. Maintenant, je vous emmène dans mon coin de pays, près du Saint-Laurent, pour une histoire légendaire. À Saint-Antoine-de-Tilly, un certain Joachim Crête avait un moulin à farine dans la concession de Beauséjour, sur la petite rivière appelée la Rigole. Le meunier vivait dans son moulin avec un engagé, un enragé, du nom d'Hubert Sauvageot. Les comparses faisaient bonne équipe, même si le jeune employé, soupe au lait et bouillant d'un feu intérieur, s'emportait facilement. Calme et patient, le patron ne faisait pas de cas de ses sautes d'humeur. Il savait que le travail répétitif et exigeant du moulin pouvait tomber sur les nerfs. La veille de Noël, les deux hommes burent et jouèrent aux dames pendant que la roue du moulin tournait comme toujours. La nuit était claire, la lune pleine faisait reluire le tapis de neige aux alentours,
le cœur des travailleurs s'égayait, tranquillement, malgré leur solitude. Les bouteilles vides s'entassaient, témoignant de leur état de gaieté et d'ébriété avancée. Au dernier coup de minuit, le moulin s'immobilisa mystérieusement. Joyeux et éméché par l'alcool, ils le remirent en marche, après plusieurs tentatives échouées dues à l'étrange vacillement du plancher et à l'engourdissement de leurs sens. Ils retournèrent aussitôt à leur beuverie, mais la roue s'arrêta encore. Bien sûr, Sauvageot commença à rouspéter. On ne peut même pas être tranquille le soir de Noël, Moses. Ils réussirent quand même à régler le problème, mais quelques instants plus tard, le moulin stoppa pour une troisième fois. À nouveau, les deux hommes vérifièrent le mécanisme du mieux que leur esprit embrouillé leur permettait. Tout semblait dans l'ordre, mais impossible de faire tourner la roue. Et ce, malgré les sacres et les grognements de l'engagé en beau fusil. Crête, qui savait que tout se réglait plus facilement au petit matin, laissa son employé tempêter tout seul et retourna se saouler. Au bout d'un moment et de quelques verres, un étrange silence s'installa dans le bâtiment. Puis, des halètements et des gémissements suspects se firent entendre. Saoul comme une botte, Sauvageot a dû se mettre les pieds dans les plats, se dit Crête en haussant les épaules. Il prit le temps de finir sa bière avant de porter assistance à son employé. Il se dirigea lentement vers la pièce où se trouvait la roue du moulin, s'appuyant sur les murs pour éviter de se casser la figure, sifflotant une petite chanson grivoise. Il dégrisa net et sec quand il tomba non pas sur son engagé, mais nez à nez avec un gros chien noir de la taille d'un homme, au croc long comme les doigts, hirsute, puant et crachant. Un loup-garou. Assis sur son derrière, la bête le fixait de ses yeux comme des tisons. Les deux se toisèrent un moment, Crête figée par la peur, le loup-garou excité et piaffant. Sans avertissant, le monstre attaqua. Crête eut tout juste le temps de s'emparer d'une faucille qui pendait au mur et de lui donner un coup à la tête avant de perdre conscience sous l'impact. Le moulin qui se remit en marche tout seul réveilla les deux hommes 2 jours plus tard. Heureusement que la meunerie était tranquille pendant le temps des fêtes, sinon des visiteurs surprises auraient assisté à un drôle de tableau. Sauvageot était blessé à l'oreille, Crête tenait encore la faucille dans son poing, ils étaient empêtrés l'un sur l'autre. Cette veillée de Noël avait été bien étrange. Tous deux aux prises avec des maux de tête infernaux, Sauvageot affirmait ne se souvenir de rien, Crête avait une vague impression de bête sauvage. La prochaine pleine lune confirmerait peut-être ses soupçons. Crête aimait bien son employé, mais à quel prix était-il prêt à le garder? Je vous laisse deviner à qui je m'adresse. Vais-je avoir le courage de la prendre, cette décision? Depuis longtemps, j'hésite et je me leurre moi-même. Je cherche de bonnes raisons pour ne pas lui dire le fond de ma pensée. Je sais, ça n'est pas plaisant à annoncer, mais il faut que je me lance. Alors voilà. Je vais devoir renoncer à toi. Depuis longtemps, tu occupes trop de place dans ma vie, dans mes pensées. Je suis de plus en plus dépendant de toi. Ton emprise est trop forte.
Je ne suis pas vraiment sûr de moi, mais il me paraît cependant urgent de la prendre, cette décision. Je veux arrêter de me laisser détruire à petit feu. Oui, je dois absolument me séparer de toi, sous peine d'être anéanti. Personne dans mon entourage ne sait à quel point je suis conditionné, capable de me relever une nuit d'insomnie pour chercher son réconfort. Cette présence me permet de m'évader, de calmer mes angoisses. Cela me donne une contenance, j'ai plus d'assurance, mais tout cela aura un prix élevé. Donc, c'est décidé. Tu m'as été d'une aide précieuse, mais ce temps-là est révolu. Il faut que tu sortes de ma vie. Rends-moi ma liberté. Va-t'en loin de moi. Je ne veux plus de toi. Je ne réalise pas encore bien à quoi je m'engage, mais je sens l'instant grave. Avec toute l'honnêteté dont je suis capable, je suis prête à assumer ce que va engendrer cette décision, de la plus grande importance à mes yeux. Désormais, tu seras hors de ma vie, sans retour possible. Je ne veux plus jamais de toi. Tu m'as trop abîmé. Va faire tes dégâts ailleurs. Je fais un pacte avec moi-même. Regarde bien et écoute ceci. Tout mon être te dit solennellement: adieu, cigarette. La nuit de Maria. Et vous allez voir que on n'hésite pas à se lancer dans l'actualité. Ce texte va vous rappeler certainement des scènes d'actualité. Ça l'a réveillée en pleine nuit. Maria, tu as oublié le sac de recyclage. Il était 3 heures. Elle s'est dit que son sommeil était fichu à cause de ce maudit sac. Franchement, être réveillée par une telle broutille. Maria, va déposer le sac sur le trottoir. Depuis quelque temps, elle a pris l'habitude de parler toute seule, plus encore depuis le confinement. Le plaisir de la parole s'use si on ne s'en sert pas. Très jeune, elle a maîtrisé les mystères de la phonation et elle les connaît très bien. Très jeune, elle était déjà choriste dans la meilleure formation de la région, puis elle a rejoint le chœur prestigieux de l'Opéra de Paris et à quelques occasions ceux des opéras de Londres, de Vienne et de Venise. À trop longtemps se taire, on perd l'habitude de placer sa voix, de la moduler, et même la respiration s'altère. Sa profondeur et son amplitude s'émoussent. Les cordes vocales ne sont plus qu'un instrument qui s'empoussière. C'est pourquoi, à peine réveillée, la vieille dame soliloque dans son appartement. Elle a aussi gardé l'habitude de pousser ses vocalises tôt le matin. Agacer le vieil Antoine, son voisin, c'est son petit plaisir matinal. Chanter, oui, ça lui arrive, mais exclusivement entre ces 4 murs. Elle n'est plus très certaine de la justesse de ses notes, surtout dans les aigus. C'est le souffle qui lui manque. Il faut un fameux entraînement à la prima donna qui entonne un solo devant un parterre de connaisseurs et sans micro. C'était son rêve de petite fille, devenir cantatrice, mais elle a dû se satisfaire de figurer dans l'ensemble des choristes. Maria, tu attends quoi? Que le ramassage soit fait? Ah, elle n'a pas oublié le sac encombrant, celui dans lequel elle se débarrasse des papiers, des cartons, des bouteilles en plastique. D'habitude, c'est la femme de ménage qui s'en charge, mais à cause du confinement, voilà 3 semaines qu'elle n'est pas venue. Prends ton téléphone, Maria, on ne sait jamais. L'ascenseur a assuré sa fonction. Maria
a ouvert la porte de l'immeuble, déposé le sac sur le trottoir et goûté avec une surprise gourmande la douceur de la nuit. Une nuit de mai que la lueur des réverbères auréole d'une atmosphère onirique et paisible. Rentrer ou profiter de la parenthèse nocturne? Elle parut se résoudre à retrouver son appartement quand, fouillant sans succès dans sa poche de sa robe de chambre, la clé. Tu l'as laissée dans la serrure de la porte? Profond soupir. Encore un oubli, ma pauvre vieille. Alors, sans céder à la panique, Maria s'est dirigée vers le premier banc qu'offre l'avenue. La lune replète la saluait entre les branchages floconneux des arbres en fleurs qu'a frôlé la vieille dame. Cela suffit à chatouiller ses narines. Elle ne put s'empêcher d'éternuer. Le pollen, ah flûte, si Victor savait. Mais elle était bien déterminée à taire son escapade à son fils. À plus de 80 ans, on n'a de compte à rendre à personne. Elle a d'abord fait quelques pas dans la nuit silencieuse, ne sachant quelle direction prendre. Puis, attentive, elle a constaté que même en s'éloignant de la clarté diffuse de la ville, cette nuit-là n'était pas habillée de l'obscurité opaque qu'on lui prête dans les contes de fées ou dans les histoires sanglantes. C'était déjà un demi-jour. La lune avait dû mettre toute son énergie à créer un univers fantasmagorique, mais rassurant. Maria obliqua vers le parc. Les bancs y sont plus confortables que ceux de la rue. Les rameaux de feuilles l'ont caressée en se courbant à son passage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'aperçut soudain que Choupette, la petite chienne de la concierge, l'avait suivie. « Tu t'es encore échappée, friponne !» La paix, ça devait être ça. Un moment suspendu entre jour et nuit. L'espoir d'une nouvelle journée qui n'annoncerait aucun drame, n'anticiperait pas la perspective d'un sombre avenir. Un temps qui s'arrêterait. En esthète sensible, la vieille dame savourait cette embellie reposante dans un monde qui lui devenait étranger. Un répit bienfaisant, une échappée belle. Sans vraiment s'en rendre compte, elle se mit à chantonner. Ô nuit, qu'il est profond ton silence. Puis sa voix s'affirma. Quand les étoiles d'or scintillent dans les cieux. Les notes s'arrondirent. Elles s'envolaient sans effort, avec la même puissance et l'allégresse qui la caractérisait l'année de ses 20 ans, quand pour la première fois elle avait rejoint l'ensemble vocal parisien. Cette évocation d'autrefois fit affluer les souvenirs. Elle se revit devant la salle comble, une voix parmi d'autres, mais portée par le groupe, elle avait ressenti l'ivresse d'une puissance jusque-là inconnue, l'aura d'une gloire orgueilleuse. C'était elle seule que l'orchestre accompagnait. Son cœur battit plus fort avec une chaleur qu'elle avait oubliée. Son timbre s'amplifia, clair et velouté. Il y avait des années qu'elle n'osait plus se donner en spectacle, même devant ses proches. Elle craignait leurs sourires, des sourires qui ne diraient pas les notes faussées, qui tairaient les faiblesses, mais compareraient avec les prestations d'avant. Ah oui, évidemment, elle a beaucoup perdu, mais à son âge. Elle chantait devant un massif de tulipes attentives, face à deux saules tremblant dans la brise. Elle chantait pour le ciel qui s'éclaircissait, pour la lune qui s'estompait. Elle goûtait la pureté de l'air, la fraîcheur de l'aube naissante,
Elle chantait devant la petite chienne qui semblait fascinée. Et les oiseaux qui s'éveillaient l'accompagnaient de pépiments, de trilles, de ramages, de gazouillis, de zinzinulements. Au passage, vous regarderez dans le dictionnaire, zinzinulement, ça existe. C'est le cri de certains oiseaux. C'était son ultime scène. L'hymne à la nuit de Rameau devenait une ode à la vie. Son chant devait frapper à la porte du paradis où l'écoutaient chérubins et séraphins. J'aime ton manteau radieux, ton calme est infini. Ça va bien, madame? Que faites-vous là? Une voix masculine, d'un ton autoritaire. L'instant de grâce fut brutalement interrompu par l'intrusion de deux silhouettes dans la magie de cette salle de concert aux quatre vents. Jamais on ne l'avait dérangé ainsi en plein spectacle. Qui étaient-ils, ces deux sbires en uniforme? De quel droit mettre fin à son rêve? Le duo se découpait dans le halo lumineux d'un réverbère. Vous avez entendu parler du coronavirus, madame, du confinement obligatoire, commença le premier des deux policiers, sourcils froncés. Et l'autre, un jeunot, frais et moulu de l'école de police, en chaîne, pet sec. Quel âge avez-vous? Que faites-vous dehors en pleine nuit? Et elle le vit détailler la robe de chambre d'un rose vif, cadeau de sa petite fille. Pardon, cadeau de sa petite fille. Non, mais quel goujat! Même ses enfants ne faisaient jamais allusion à ses 85 ans. La chanteuse se contint pourtant. Sans doute la fraîcheur matinale et l'enthousiasme ébloui ressenti au cours de son tour de chant lui soufflèrent-ils la réplique. Et alors, on a le droit de sortir 1 heure par jour, que je sache. Et je dois promener mon cocker. Avec une attestation de déplacement dérogatoire, fit l'autre, jouissant déjà de lui clouer le bec à cette grand-mère. Et plutôt de jour. Plutôt de jour? Je n'ai lu ça nulle part, persifla-t-elle tout en fouillant dans ses poches. C'est ce document que vous voulez? Fit la vieille dame triomphante en tendant à l'un des deux hommes le précieux papier. Alors là, je vous signale au passage qu'en France, les déplacements pendant le confinement exigeaient qu'on présente un document qui s'appelle l'attestation de déplacement dérogatoire. Une idée lumineuse qu'avait eue Victor, son fils, de remplir par avance une série de ces attestations et d'en glisser dans tous ses vêtements, jusqu'à la robe de chambre. Certes, elle avait oublié d'indiquer l'heure de sortie, mais ce n'était qu'une légère étourderie qu'expliquerait son âge. Les deux acolytes éclairèrent le papier d'une torche afin d'en vérifier la validité. Tout devait être impeccablement rempli, car le plus aimable des deux uniformes lui rendit le sésame en ajoutant, diplomate, qu'il serait peut-être raisonnable de rentrer à présent. Mais vous n'avez pas indiqué l'heure à laquelle vous êtes sorti, s'étonna le jeune pointilleux. L'autre bon enfant se tourna vers lui. Allons, je la connais. C'est la mère du seul docteur de la ville. On ne va pas ennuyer ce monsieur parce que sa mère est insomniaque. Et sûrement, il a d'autres chats à fouetter, tu crois pas? Et tu l'as déjà rencontré, c'est le médecin qui suit ton père, le docteur Martin, n'est-ce pas? On vous raccompagne, madame? Mais je peux rentrer seul, c'est à 300 mètres. C'est justement dans notre direction. Marie n'osa pas s'opposer davantage à l'injonction des policiers. Choupette suivit le trio. Ce qui mit en rage la fugitive, c'est que le vieil Antoine, son voisin, était à sa fenêtre quand elle pénétra dans l'immeuble encadré par les deux représentants de l'ordre. Le lendemain matin, tout l'immeuble serait au courant de son escapade, et son fils également. Mais déjà, elle avait prévu de travailler la flûte enchantée, et s'était promise d'être prête
dès l'été, à entonner l'air de La Reine de la Nuit, devant les saules pleurant d'émotion et les roses trémières qui grimperaient jusqu'au balcon pour assister à la représentation dans les meilleures conditions. Une gageure, mais si elle les chante. Vous savez qu'une étude de l'université Harvard aux États-Unis a démontré que la reconnaissance permet de générer des émotions positives chez l'individu. Ceux qui pratiquent la reconnaissance ont une meilleure santé en général et développent des relations humaines plus fortes. Il est possible de ressentir de la gratitude de différentes façons, que ce soit pour des événements passés, présents ou futurs. Alors, voici 25 raisons pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant aujourd'hui. Oh, bien sûr, toutes ces raisons ne s'appliquent pas à tout le monde, mais vous allez bien en trouver quelques-unes qui vous donneront envie de manifester votre reconnaissance. On peut être reconnaissant parce qu'on a troqué le manteau d'hiver pour un manteau plus léger, parce qu'on est entre bonnes mains au Québec, parce qu'on nous autorise à faire une marche en toute sécurité, parce qu'on passe plus de temps avec nos enfants, parce qu'on cuisine, parce qu'on possède la technologie pour rester en contact avec notre famille, parce que notre maison est devenue un petit cocon réconfortant, parce qu'on a un chien ou un chat qui nous donne de l'amour inconditionnel, parce qu'on a la possibilité d'aider ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'on a la santé pour pouvoir faire de l'exercice, parce qu'on a le temps de créer. On peut être reconnaissant parce qu'on est en train de repenser plusieurs façons de faire de façon plus efficace, parce que les oiseaux continuent à voyager jusqu'à nous, parce qu'on est plus en retard le matin, parce qu'on a le temps de boire 2 cafés sans presse, parce qu'on peut passer la journée en vêtements mous, parce qu'on renoue avec d'anciennes passions, parce qu'on développe de nouvelles idées pour occuper les enfants, parce qu'on apprend à ralentir sans culpabiliser. On peut être reconnaissant parce qu'on se découvre une force et une résilience collective et individuelle, parce qu'on n'est plus obligé d'être pris dans le trafic tous les matins, parce qu'on fait un vrai ménage du printemps, parce qu'on apprend à être heureux avec moins, parce que nos enfants nous impressionnent par leur compréhension du monde actuel, parce qu'on sait que tout goûtera meilleur après. Voilà, c'est la fin de notre petit voyage. J'ai été content de le faire avec vous, j'espère que ça vous a plu. Lire à tout âge, ce sera toutes les semaines prochainement, à partir de maintenant. Et moi, je suis content d'avoir fait ce petit voyage avec vous. À bientôt.